Mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Bonne nouvelle pour le peuple congolais, 75 $ est le nouveau tarif fixé par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour l'obtention du passeport biométrique. Ce prix remplace celui de 99 $ américains instauré en 2019. En santé, on peut noter qu'il n'y a pas de choléra sur les sites des sinistrés. Roger Samuel Kamba, un ministre de la Santé, s'en est rendu compte ce samedi lors de la visite qu'il a effectuée au site où logent les sinistrés des récentes inondations. Instituée depuis 2012 par les Nations Unies, la Journée internationale des enfants des rues est célébrée le 12 avril de chaque année, occasion de reconnaître les défis de ces enfants des rues décrits comme voleurs et délinquants juvéniles. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire, à 75 $ américains, environ 250 000 francs congolais est le nouveau prix du passeport biométrique ordinaire en RDC. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a fixé et présenté ce nouveau tarif lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 11 avril. Ce nouveau prix remplace l'ancien de 99 $ instauré en 2019 afin de garantir à chaque Congolais le droit fondamental de circuler librement sans entrave financière. À cet effet, la ministre d'État aux Affaires étrangères a reçu des instructions claires pour la mise en œuvre de cette mesure. Suivez à l'extrait de cette communication dans ce compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a apporté des précisions importantes concernant les suspensions à des mandataires publics au sein des entreprises du portefeuille et des établissements publics qui ont aussi constitué l'un des axes majeurs de la communication du président de la République lors de cette réunion du Conseil des ministres révélant sur les tensions suscitées par certaines procédures disciplinaires. Le chef de l'État a souligné l'importance de préserver un climat de stabilité et de bonne gouvernance au sein des structures étatiques. Il a notamment dénoncé des suspensions à juger arbitraires ou précipitées qui ont contribué à alimenter des conflits internes. Suivez encore une fois Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la problématique de suspension des mandataires publics. Le président de la République est revenu sur le constat des tensions concernant la gestion des actions disciplinaires à l'égard des mandataires publics, tant au sein des entreprises du portefeuille que des établissements publics de l'État, en vue de garantir le fonctionnement harmonieux et de préserver la paix sociale. Le président de la République, sans préjudice des textes légaux et réglementaires, a décidé que toute initiative de suspension d'un mandataire public par sa tutelle lui soit désormais systématiquement communiquée pour approbation préalable et expresse. La Première ministre a informé. Cette mesure vise à assurer que toutes les décisions soient prises en toute transparence et conformément aux règles en vigueur. Tous les cas de suspension litigieux et ceux contestés en cours doivent lui être communiqués dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le président de la République a engagé la Première ministre à organiser régulièrement, avec le concours de son cabinet du ministre du portefeuille, des sessions de formation à l'attention des responsables tant des entreprises et établissements publics que de la tutelle sur les procédures disciplinaires afin d'éviter les abus et de garantir les droits et les obligations des uns et des autres. La guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo exige une conjugaison d'efforts de la part de tous les Congolais. Certains opposants l'ont compris, à l'instar du député national Gratien Irachan, qui, après avoir été consulté par le conseiller du président Félix Tshisekedi, le professeur Eberand, appelle à l'unité autour d'un idéal commun pour sauver la République. Ce député de l'opposition a déclaré devant la presse rejoindre l'appel de Félix Tshisekedi sur le dialogue en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Suivez. La RDC n'appartient pas aux politiques, moins encore aux étrangers. Mais le pays appartient au seul peuple congolais, appelé à résoudre ses propres problèmes afin de remédier aux crises multiformes qui secouent le pays. Ces propos sont du député national Irachan Gratien de Saint-Nicolas, qui a répondu à quelques questions des journalistes sur les questions de l'heure qui prévalent en RDC, à savoir la guerre d'agression, la guerre de positionnement, ainsi que la résistance à l'appel d'un dialogue en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale en gestation. C'est au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous en appelons à sa bonne volonté. La politique qu'il a appliquée dès son accession au pouvoir jusqu'à ces jours a montré ses limites. Nous comptons sur sa bonne volonté. Parce que nous n'allons pas aller à l'affrontement contre les Congolais que nous sommes. Nous sommes tous des frères. Ce que nous devons privilégier, c'est notre intérêt commun, c'est la République démocratique du Congo. Pour l'honorable Irachan, qui soutient une opposition constructive et républicaine, l'heure n'est plus au clivage politique au regard du nombre de massacres perpétrés à l'est de la RDC, tout en fustigeant le boycott de certains opposants à une vision commune et aussi le musellement de certains. Ces députés de l'opposition dit soutenir la vision de Félix Tshisekedi, le dialogue pour un gouvernement voulu inclusif. Il est important aussi à l'opposition, moi j'ai été opposant depuis 2018, de ne pas toujours crier dans les médias, de ne pas toujours condamner ce qui se passe, mais de prêter aussi main forte pour que la gestion des affaires, pour que la gestion de l'État produise un effet positif pour cette population. L'opposition doit travailler avec le gouvernement. Qui peut participer au Conseil des ministres s'il n'a pas le poste de ministre? Alors, c'est un faux débat. Donc, le poste fait partie de la responsabilité
pour trouver la solution aux problèmes que nous sommes en train de chercher tout simplement. La reconstruction du Congo face à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda nécessite une mutualisation des forces et d'intelligence pour faire échec au complot de balkanisation. À la Chambre basse du Parlement, parmi les points à l'ordre du jour retenus lors de la séance plénière du vendredi 11 avril figurait la présentation du rapport sur la gestion financière de cette deuxième institution du pays pour l'année 2024, comme nous le confirme, Dieu merci, Diacre. Présentant les rapports sur la gestion financière de l'Assemblée nationale pour l'année 2024, la questeur Chimène Polipoli a rappelé que cet exercice de redevabilité se déroule dans un contexte particulier marqué notamment par des contraintes budgétaires consécutives à la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs juin 23. Elle a également donné les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale arrêtées en 2024. La dotation de notre Chambre a connu une diminution de près de 50% par rapport à celle de la législature passée, entraînant une rationalisation extrême des dépenses exécutées. Toutefois, malgré ces contraintes, à la fois sécuritaires, budgétaires, politiques et sociales, le bureau de l'Assemblée nationale que dirige Vital Kamerhe a fait preuve d'ingéniosité et de rigueur dans la gestion des ressources mises à sa disposition, dont le déficit par rapport aux besoins réels a imposé des arbitrages. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement a salué cette démarche en parlant d'un sens élevé des devoirs et un attachement ferme aux principes de redevabilité et de transparence. Quand on parle de la dotation de 48,7 milliards, à l'époque, là-dedans, on avait les rémunérations des députés, on avait le fonctionnement de l'administration secrétaire générale et des différentes directions de l'administration de l'Assemblée nationale, le fonctionnement des bureaux. Nous arrivons, le budget, une réduction de 60,37%. Bien avant la présentation de ces rapports, la plénière a auditionné et approuvé les rapports de la commission spéciale chargée d'examiner les résolutions de la Cour des comptes et a accordé un délai supplémentaire à la commission d'aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour continuer l'examen de la loi sur l'aménagement du territoire tel que demandé par le président de la République. À l'ouverture de la 150e Assemblée de l'Union parlementaire mondiale, le premier vice-président du Sénat congolais, José Kalalawa Kalala, qui avait pris part à ce sommet, avait dénoncé l'agression rwandaise dont est victime le Congo démocratique. Dans sa partie Est, il avait saisi cette opportunité pour condamner les actes criminels de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Suivez l'extrait de son discours. Présentant les rapports sur la gestion financière de l'Assemblée nationale pour l'année 2024, la questeur Chimène Polipoli a rappelé que cet exercice... La République démocratique du Congo ne cesse de s'investir pour améliorer le bien-être de son peuple à travers le vote des lois visant à garantir le développement social et la justice distributive, matérialisée par la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle, le programme de développement de 145 territoires. De même, la République démocratique du Congo, pays très accueillant et ouvert, où il fait beau vivre au milieu d'un peuple épris de paix, de justice et de progrès social, caractérisé par une hospitalité à nul autre pareil, a toujours cherché à développer une politique de coopération gagnant-gagnant avec ses 9 voisins. Pourtant, mon pays est aujourd'hui, pour une énième fois, victime d'une agression extérieure injuste, cruelle et persistante depuis plus de 3 décennies, qu'il ne cesse d'endurer les affres d'une guerre imposée, alimentée et soutenue par des pays voisins, en particulier le Rwanda, avec son régime actuel. Pour soutenir son agression et saper les efforts de développement de paix et de justice sociale que la République démocratique du Congo veut bâtir, le régime du Rwanda, qui s'est caché depuis des décennies derrière des troupes armées prétendues locaux, a vu ses masques tomber avec l'entrée au grand jour de ses forces spéciales lourdement armées sur le territoire congolais, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, non pas sous prétexte de traquer
ses compatriotes FDLR, narratif désormais inconsommable, mais pour causer la mort, les viols, les pillages et la désolation parmi les populations civiles congolaises. Il est démontré à présent plus de 10 millions de morts, plus de 10 millions de morts et plus de 6 millions de déplacés internes, nombre qui continue d'accroître au jour le jour. Distingués collègues, vous conviendrez avec moi que la paix et la justice sont les socles du développement social. Comment parler du développement et de justice sociale lorsque les viols et les violences basées sur le genre sont érigées en armes de guerre, lorsque les richesses du sol et du sous-sol sont pillées et vendues impunément sur le marché international dans une indifférence qui frise la complicité de la communauté internationale, comme c'est le cas dans mon pays. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter l'Union interparlementaire à soutenir la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, condamnant fermement le Rwanda qui soutient le M23, ainsi que les sanctions de l'Union européenne et des autres pays épris de paix et de justice contre les auteurs de ces crimes. Je profite du haut de cette tribune pour saluer la diplomatie agissante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, laquelle a permis d'atteindre les résultats si haut évoqués. Mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter, distingués collègues, à vous joindre à nous dans cette lutte pour le développement social et la justice sociale de mon pays, car dans toute société fondée sur des valeurs républicaines en plein 21e siècle, la force du droit doit primer sur la loi de la jungle. Et ce droit ne peut être garanti que si la paix est réelle, si la sécurité est assurée et si la solidarité internationale dépasse les mots pour devenir action. Je vous remercie de votre attention. La plénière de l'organe délibérant de la province du Maniema a adopté les recommandations de la commission spéciale qui était chargée d'enquêter sur les dossiers de spoliation des maisons de l'État et de distribution anarchique des terrains. Les députés provinciaux recommandent au gouverneur d'appliquer scrupuleusement toutes les recommandations formulées quant à ceux et d'annuler tous les arrêtés signés en violation des textes légaux. C'est un reportage de notre correspondant Roger Bolinda. La plénière de l'Assemblée provinciale du Maniema adopte à l'unanimité ce vendredi 11 avril 2025 le rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'enquêter sur la gestion des attributions entre les divisions de l'urbanisme, du cadastre et titres immobiliers de la province du Maniema. La plénière tient compte de toutes les recommandations faites par la commission ad hoc, notamment sanctionner tous ceux qui sont concernés par cette spoliation des maisons de l'État et des constructions anarchiques. Sur ce, le gouverneur de province Moussa Kabankoubé Moïse doit absolument annuler tous les arrêtés pris en violation des textes légaux. Le Congo démocratique, rééligible au Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, PBF en sigle, il s'agit d'une nouvelle étape dans le partenariat entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. La confirmation a été faite par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, réitérant la disponibilité de l'ONU à poursuivre ses projets visant à renforcer notamment la gouvernance en République démocratique du Congo. Images et commentaires. De nouveau éligible au Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, à la République démocratique du Congo qui est déclarée pour une période de 5 ans, de 2025 à 2029. La décision a été confirmée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans une correspondance qui a daté du 9 avril 2025, adressée au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Ce renouvellement de l'éligibilité du Congo démocratique marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le gouvernement congolais et l'Organisation des Nations Unies pour la consolidation de la paix en RDC. Le PBF continue de soutenir le renforcement des capacités nationales de consolidation de la paix en œuvrant pour pérenniser les acquis. Ce soutien sera mis en œuvre à travers les initiatives coordonnées par l'équipe des Nations Unies en RDC en alignement avec le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2025-2029. À travers ce soutien, le Fonds poursuivra son engagement aux côtés du gouvernement congolais pour renforcer les capacités nationales de consolidation de la paix en veillant à pérenniser les acquis, a soutenu
Antonio Guterres dans sa lettre au président Félix Tshisekedi. Depuis 2009, le PDF soutient le Congo démocratique à travers des projets visant à renforcer la gouvernance, la cohésion des mécanismes de consolidation de la paix et la prévention des conflits. Le parc national de Virunga vit ses centenaires dans un contexte de guerre. Ses limites sont violées et spoliées par les forces négatives qui occupent les périmètres de ces terres protégées, patrimoine mondial de l'UNESCO. Riche en biodiversité, il regorge des milliers d'espèces de mammifères, de reptiles, d'amphibiens et des gorilles, de montagnes menacées d'extinction. Suivez. En cette célébration du centenaire du parc national de Virunga, il faut retenir que c'est la zone protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique, abritant plus d'1 millier d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, ainsi qu'un tiers de gorilles de montagne menacés d'extinction dans le monde. Située à l'extrémité orientale du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, Virunga est connue comme le parc du feu et de la glace pour ses divers habitats allant des sommets du Rwenzori à la savane et aux plaines volcaniques. Bien qu'ils soient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les Virunga sont constamment menacés par la guerre, le braconnage et les activités illégales, ainsi que par des catastrophes naturelles imprévisibles. Avec le soutien des donateurs, la Fondation Virunga s'occupe activement de la conservation du parc qui s'étend sur plus de 3000 carrés. À Virunga, les autochtones pensent que l'avenir du plus ancien parc national d'Afrique est indissociable du bien-être de communautés qui l'entourent. Grâce à l'Alliance Virunga, cela libère le vaste potentiel du parc en créant des emplois grâce à l'écotourisme et en fournissant de l'énergie renouvelable pour alimenter les entreprises, les maisons et en responsabilisant les agriculteurs grâce à l'agriculture durable. Ce travail ne se limite pas à la conservation, il s'agit de construire une économie verte prospère qui permet aux gens de s'épanouir tout en sauvegardant l'un des paysages les plus extraordinaires du monde. Il faut noter tout de même que les autochtones alertent sur la spoliation et l'occupation de ces terres protégées par les forces négatives qui, du jour au lendemain, ne cessent de se démarquer dans le braconnage et autres faits qui ne permettent pas aux autochtones de vivre de leur milieu naturel. Pas de cas de choléra sur le site de Sinistré. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a visité ce samedi à 12 avril les sinistrés des récentes inondations logés au stade des Martyrs sur instruction du docteur Samuel Roger Kamba. Un complément des médicaments sera envoyé sur place pour des cas spécifiques. Reportage. À la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur Kinshasa dans l'après-midi du vendredi 11 avril, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Samuel Roger Kamba, s'est rendu au stade des Martyrs où sont hébergés les sinistrés afin de s'enquérir de leurs conditions de vie. Aucun cas de choléra n'a été signalé sur place, toutefois sur instruction du Dr Samuel Roger Kamba, un complément de médicaments sera envoyé sur place pour des cas spécifiques. En outre, des latrines supplémentaires seront installées et la prise en charge psychologique assurée. Déjà, il faut retenir qu'on a une catastrophe qui a amené énormément de monde et des gens qui sont malheureusement éprouvés par la perte de leurs biens, la perte de leur domicile pour certains, la perte parfois même de membres de famille, et donc qui sont dans cette souffrance-là. Et beaucoup sont heureusement en santé correcte, mais la promiscuité nous fait craindre quand même qu'il arrive des maladies qu'on doit absolument prévenir. Et la chose qui est très importante ici, ce sont les latrines, les toilettes. Et donc, je suis en train d'instruire mes services pour qu'on ait le maximum de toilettes ici. L'espace étant exigu, plusieurs sinistrés seront relogés sur un autre site afin de désengorger la salle de gymnastique du stade des Martyrs où ils ont été accueillis. Selon le ministre de la Santé, la plus grande préoccupation demeure l'après-sinistre et il assure que le gouvernement travaille activement sur des solutions durables.
La banque panafricaine Ecobank compte désormais 4 agences dans la capitale congolaise. 2 nouvelles agences ont ouvert leurs portes à l'UPEN dans la commune de Ngaliema et Victoire dans la commune de Kasavubu. À cet effet, Ecobank invite la population quinoise à visiter ces nouvelles agences afin de bénéficier des transactions digitales plus sûres et sécurisées. Suivez à ce reportage. Dans sa politique de proximité avec ses aimables clients, l'Ecobank inaugure 2 nouvelles agences dans la capitale congolaise, notamment l'agence de l'UPN dans la commune d'Ngaliema et Victoire, située dans la commune de Kasavubu. Cette double cérémonie marque le lancement d'une série d'ouvertures d'agences à travers les pays. Ces cérémonies ont été ainsi marquées par une visite guidée conduite par les 2 chefs d'agence de l'UPN et de Victoire en présence des bourgmestres des 2 communes précitées. Le directeur général adjoint de cette banque panafricaine en République démocratique du Congo, Joël Kabouya, s'est réjoui de l'inauguration de cette agence de l'UPN. C'est le lancement au fait d'une série d'ouvertures qu'on va faire sur l'exercice 2025 et sur les années qui suivent. Parce qu'on est sur une stratégie d'augmentation de la taille de notre réseau en République démocratique du Congo. On a prévu une bonne dizaine sur les 2 années qui suivent. Et donc l'UPN pour nous c'était important. Pourquoi? Parce que ça nous permet premièrement de servir encore davantage les plus de 200 000 clients qu'on a aujourd'hui. Mais également c'était important pour nous de nous positionner sur certains centres d'affaires, centres d'activité où nous ne sommes pas encore présents aujourd'hui. Pour sa part, Bruce Kabeya, directeur de la banque des particuliers, qui a représenté le directeur général de l'Ecobank à l'agence de Victoire, a salué l'apport majeur de cette banque panafricaine à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous participons bien évidemment à la croissance économique du pays, comme vous le dites. À la hauteur, je dirais, on fait partie quand même du top 5 aujourd'hui, ou un peu du top 5 des grandes banques ici en RDC. Donc aujourd'hui, nous pensons pouvoir améliorer encore notre contribution à l'économie du pays. Ecobank qui se veut être une banque de proximité, donc s'assure et tout de répondre aux besoins de ses clients. Les clients avaient besoin d'avoir plus d'agences et plus de réseaux, donc l'extension du réseau. Mais en termes de produits, il faut noter que nous faisons partie des banques les plus digitales dans ce pays. Pour bénéficier des offres plus généreuses et illimitées, Ecobank invite les Quinois dans ses nouvelles agences de Victoire et UPN, situées respectivement en face de l'Université pédagogique nationale pour l'agence de l'UPN et au numéro 2 du croisement des avenues Kasavubu et Popokabaka pour l'agence de Victoire. Le 12 avril de chaque année est célébrée la Journée internationale des enfants des rues, une manière pour les organisations du monde entier de reconnaître la force et la résilience des millions d'enfants des rues. C'est depuis 2012 que l'humanité reconnaît la dignité et les défis de ces enfants en situation difficile, décrits souvent en termes négatifs tels que mendiants, délinquants juvéniles et voleurs. Les décideurs doivent penser aux politiques pour la prise en charge de ces enfants en situation difficile. Suivez ce reportage. Le 12 avril chaque année est célébrée la Journée internationale des enfants des rues pour reconnaître l'humanité, la dignité et les défis de ces enfants en situation difficile, inimaginable. En cette édition 2025, on reconnaît également le travail et le dévouement d'enfants preuves, ceux qui travaillent dans la rue avec des enfants et demandent qu'une reconnaissance et un soutien approprié soient accordés à ces travailleurs de première ligne. Il existe à travers le monde des millions d'enfants des rues qui dorment dans des parcs, aux portes, dans des abribus. D'autres peuvent avoir des maisons où retourner, mais ils dépendent de la rue pour leur survie et leur substance. Ils peuvent être appelés enfants des rues, enfants connectés à la rue, enfants sans abri ou jeunes sans abri. Aussi parfois ils peuvent être décrits en termes plus négatifs tels que mendiants, délinquants juvéniles et voleurs. Les étiquettes qui jugent ainsi un enfant masquent le fait que ces enfants vulnérables ont droit aux soins, à la protection et surtout au respect dû à tous les enfants. Ces enfants en situation difficile ont des droits inscrits dans la Convention sur les droits de l'enfant qui bénéficient d'une ratification et d'un soutien quasi universel.
En 2017, les Nations Unies ont spécifiquement reconnu les droits de ces enfants dans un document intitulé l'Observation générale numéro 21 sur les enfants en situation de rue. L'Observation générale indique au gouvernement comment ils doivent traiter les enfants de rue dans leur pays et comment améliorer les pratiques actuelles. La Convention relative aux droits de l'enfant a été signée par tous les pays du monde, sauf les États-Unis. Mais les gouvernements ont toujours dit de pouvoir appliquer cette convention aux enfants des rues parce que c'est trop difficile. Décrétée par l'ONU en 2012, la journée internationale du vol spatial habité est célébrée le 12 avril de chaque année et c'est une date clé de l'histoire spatiale. Cet événement rappelle l'exploit de Yuri Gagarin, astronaute qui, à bord d'un vaisseau soviétique, a bouclé une orbite autour de la Terre. Les efforts à des milliers d'ingénieurs et scientifiques qui croient qu'on peut quitter la Terre pour une autre planète mise en lumière en cet événement suivant. Institué depuis 2011 par l'Organisation des Nations Unies, le 12 avril de chaque année est la date où l'humanité a osé regarder plus loin. Un moment où les nations rendent hommage au courage de Yuri Gagarin qui, à bord d'un vaisseau soviétique, a bouclé une orbite autour de la Terre. Cet événement ne s'arrête pas là, il rappelle également les efforts des milliers de scientifiques, ingénieurs et rêveurs qui ont cru qu'on pouvait quitter la planète Terre, ne serait-ce que pour un instant. C'est une façon de dire merci à ceux qui ont ouvert la voie, tout en posant des questions sur ce qu'on veut faire de cet héritage. Parce que l'espace, ce n'est pas juste une histoire de fusée, c'est aussi une réflexion sur nous-mêmes, sur ce qu'on est capable d'accomplir quand la synergie y est mise. Les Américains. Le procès opposant le gouvernement congolais contre la famille Djouma à Lupembe sur le conflit du port de Mwele dans la commune de la Gombe s'ouvre ce lundi 14 avril 2025 au parquet général de Kalamou. Jean-Valentin Wetunga, administrateur de ce port, et son adjoint ont été relâchés le vendredi. Ils sollicitent par ailleurs que la justice fasse son travail. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Elvis Ebama. Zali à l'État, Nana Zali 4e chef du port à Libongo Oyo. Libongo Zali créé en 2012. Nana Libongo en 2019. Mais le Libongo Oyo, ils ont comme la famille Lupembe, na calcul nini. Chose grave, les documents, combien avis de recherche. Puis on visible tout le temps. Libongo ya koko na ngaite, libongo ya l'État. Famille Lupembe votika moté à mabe. Lundi tozala bino na parquet à Kalambo. Biso dans la district à Funate, dans la district à Moamba. Dans l'intention na bino na mabe, tokako se retrouver na bino na Funa. Batuno so basala bilanga na ngwele. Ba pêcheur ya ngwele. Biso tout rendez-vous na parquet à Kalambo. Loko na famille Lupembe, bango nde bakolo kingabwa, balobi site za bango. L'État n'a pas partagé biso. Ngai Mama José Samba, chef du port adjoint na port Ouélé. Public. Ngai baleva kinga mbala liboso te. Oeza deuxième tour pour balevenga. Première fois baleva ngai ti na ke se retrouver na 4e mairie de 9h à 18h. Et si li pena nouté, lelo lislobi lisusu kaka ndenge moko. Ba ko kutanga plein de travail. Balevenga susu bakatinga bilamba babotolinga imbongo batenga ba matraque oya courant babotolinga téléphone balobi ngai na escroquer libongo ya papa musulman nde bayeko mema ngai na parquet ya Kalamu magistrat attendre ngai nalobi te papa musulman aza na porte papa musulman azali nde na site agricole na ye aza nde na bilanga na liziba ya mbisi biso na kingabwa a port ekangabi na dik biso na dik toza ngambu mususu yebe papa musulman aza ngambu mususu biso port oyo ekomaki ya l'État pendant 2012 ye papa musulman lobi azwaki port pendant 1994 yango wana lobi ke papa musulman akosi.
Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Une bonne nouvelle pour le peuple congolais, 75 $ est le nouveau tarif fixé par le chef de l'État congolais pour l'obtention du passeport biométrique. Ce prix remplace celui de 99 $ américains instauré en 2019. Vous l'avez suivi, en santé, on peut noter qu'il n'y a pas de choléra sur les sites des sinistrés. Roger Samuel Kamba, un ministre de la Santé, s'en est rendu compte ce samedi lors de la visite qu'il a effectuée au site où logent les sinistrés des récentes inondations. Instituée depuis 2012 par les Nations Unies, la Journée internationale des enfants des rues est célébrée le 12 avril de chaque année, occasion de reconnaître les défis de ces enfants en situation difficile décrits comme voleurs et délinquants juvéniles. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.